Alors ce soir, nous accueillons Abdelaziz Baraka Sakine. Merci à vous tous d'être présents à nouveau. C'est l'avant-dernière rencontre de ce cycle Africa à Montpellier qui du coup a été présenté dans le cadre du nouveau sommet Afrique-France. Ce soir, on aura en partenaire libraire Le Grain des mots. Pensez-y pour la fin et pour récupérer le livre. Vous allez voir, il est génial. Donc Abdelaziz Baraka Sakine, merci pour ta présence, pour votre présence à tous les deux d'ailleurs. Xavier Lufin, vous êtes donc le traducteur des Django. Vous êtes venu spécialement depuis Bruxelles, donc merci beaucoup. Et vous nous ferez donc le double plaisir de pouvoir à la fois vous interroger sur le rôle de traducteur, mais également de fluidifier les échanges, puisque Abdelaziz Baraka Sakine s'exprime en arabe soudanais. Voilà. Donc comme d'habitude, nous avons 1 heure de rencontre où voilà, je mènerai le début et puis bien sûr, il y aura de la place pour vos questions à la fin. Abdelaziz Baraka Sakine, je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. On s'est vu mardi de façon informelle. Ce soir, on va pouvoir s'entretenir au sujet de votre roman « Les Django », qui est paru du coup aux éditions Zulma en février 2020, avec la traduction de Xavier Lufin, qui avait également traduit son premier roman, Le Messie du Darfour, chez Zulma également en 2016. Donc, vous avez reçu le prix Littérature Monde en 2017 pour votre premier roman, ainsi que les prix du livre engagé de la scène littéraire, du livre d'humour de Résistance, et également le prix de littérature arabe en 2020 pour les Django. Donc, ces prix donnent un aperçu de son identité littéraire. Il y a plus de 10 ans en arrière, en 2009, lors de la parution originale de votre second roman, vous avez reçu le prix du grand écrivain soudanais Tayeb Sali. Pourtant, ces ouvrages ne font pas l'unanimité, surtout au Soudan, donc son pays natal. Ils ont été censurés, interdits, voire même brûlés pour les Django. Vos œuvres vous ont valu plusieurs emprisonnements. Et lorsque l'État, alors représenté par le déchu Omar El-Béchir, a exigé de vous que vous cessiez d'écrire, vous avez dit non et vous êtes parti. Donc après un exil en Autriche, Abdelaziz Baraka Sakine s'est installé à Montpellier avec nous. Xavier Lufin, donc vous êtes professeur de langue et de littérature arabe à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes auteur, mais aussi traducteur, et c'est en cette qualité que vous nous retrouvez ce soir. La critique a également grandement salué votre travail pour les Django, souvent qualifié d'ailleurs de prouesse, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Vous avez remporté en 2020 le Grand Prix de la traduction de la ville d'Arles pour ce livre. Donc tout en étant tous ensemble ce soir à Montpellier, nous allons également tous ensemble repartir au Soudan avec les Django. Nous allons nous installer au sud-est du Soudan, à la croisée entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc si, comme moi, vous avez toujours eu une vision très particulière de la géographie, c'est-à-dire à la fois fausse ou complètement fantasmagorique, le Soudan, ça se situe donc juste en dessous de l'Égypte et donc à l'ouest de la mer Rouge. Et si vous saviez où c'était, bravo. L'histoire du livre. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le but de vous mettre dans l'ambiance du roman. Alors nous suivons 2 fonctionnaires hors service, puisqu'ils ont été mis au chômage 5 ans plus tôt. Ils débarquent au milieu d'une communauté agricole où ils partagent la vie des Django. Donc les fameux Django, ce sont des saisonniers qui récoltent le blé, le sorgho, le sésame. Ce sont des ouvriers agricoles qui viennent d'un peu partout pour se retrouver sous un même nom, les Django, mais qui lui-même pourra varier d'une région à une autre, mais également d'un sexe à un autre ou d'une saison à une autre. Le narrateur et son ami, qui ne seront jamais nommés ni l'un ni l'autre, commencent par observer ces vies avant d'y prendre part, chacun à leur manière. Et donc, alors que les vies et les destins de ces Django semblent quasiment tout tracés et régis par le diktat de l'argent qui se gagne et se dépense aussitôt entièrement, ce roman, finalement, ne cesse de réinventer les possibles. Nous découvrons à chaque page de nouveaux personnages, toujours haut en couleur, de nouvelles histoires, mais plus encore, nous découvrons que le personnage de la page précédente n'est pas exactement comme on nous l'avait présenté, ni que l'histoire qui s'en était suivie n'est pas tout à fait fidèle à la réalité.
Donc les Django vivent dans un grouillement d'histoires où le sexe et l'alcool ont une part belle. Mais plus que tout, ce roman, c'est une ode au plaisir de raconter des histoires, de se raconter des histoires, de se retrouver autour d'histoires communes et de les réinventer constamment. Donc, peut-être pour commencer, on va tout simplement aller à la rencontre de ces Django qui sont loin d'être des êtres de fiction. Pourtant, ils ont tout pour remplir ce rôle. Ils existent bel et bien. Abdelaziz Baraka Sakin, peut-être que vous pourriez nous expliquer comment vous avez connu cette population et pourquoi vous avez eu envie de vous immerger dans leur univers. أولاً أشكرك كثيراً على المقدمة وأشكر الحضور وأشكر المنظمين لهذا اللقاء وأشكر محلية مونبلييه ومحتفية بالأفارقة في هذا العام وكده بعد هترجم هذا. Il commence par des remerciements. Donc, il vous remercie pour cette invitation. Il remercie les organisateurs, le public qui est présent, la ville de Montpellier et le fait d'avoir organisé cette fête autour de la littérature africaine. الجنغو هي نحن جزء من الجنغو يعني أسرتي تعتبر جزء من تشكيلة الجنغو نفسها لأنه والدي هاجر من تشاد عشان يأتي إلى شرق السودان ويعمل في بداية حياته جنغاوي يعني يعيش مع الجنغو على الرغم من أنه غير مهنته لاحقا ولكن كانوا دائما الجنغو معانا في البيت وأنا أشوفهم وأنا صغير إلى آخره. لكن عندما كبرت فكرت مرة أخرى في الجنغو فكرت في الحياة الغريبة التي يعيشها الجنغو. تبدأ يعني يأتوا بآمال كبيرة وأحلام كبيرة جدا عشان يعملوا مال ويتزوجوا ويرجعوا لأهلهم لكن لا في الحقيقة تبدأ حياتهم عادية جدا مثل حياة أي شخص ثم يدخلون في العمل وبعد ذلك تستمر عجلة الحياة بهم إلى أن تنتهي في شجرة الموت ولا يستطيعون العودة مرة أخرى. فهذه الحياة مدهشة كانت وبعد ذلك تتبعتهم وذهبت إلى أعيش معهم وأقعد معهم في الأنادي الإندايات ومكان الخمور اللي يشربوها وأعيش معهم نفس الحياة لكي أفهمهم بشكل أعمق. Bien. Donc, en fait, les Django sont quelque part une partie de lui-même, ou lui-même, en quelque sorte, fait partie des Django, lui et sa famille, parce que lorsque son père est arrivé au Soudan, son père en réalité est originaire du Tchad, il n'est pas né au Soudan, et qui s'est installé au Soudan, il a dû vivre, trouver un moyen de subsistance, et donc il a commencé à travailler comme Django, c'est-à-dire comme donc les Django sont des saisonniers qui travaillent dans les champs, comme vous l'avez dit, et donc son père lui-même a commencé par ce métier, et donc il y avait des Django qui venaient leur rendre visite à la maison, qui mangeaient avec eux, donc ça faisait partie quelque part de son univers familial dans son enfance. Et puis ensuite, son père a changé de métier, et donc il y a eu une sorte de coupure, mais en grandissant, il a continué à penser toujours à ces Django et à l'idée d'écrire sur eux, mais d'écrire sur eux d'une manière un peu à propos d'eux d'une manière originale, en essayant de trouver une trame, en commençant à parler de leurs difficultés pour trouver un moyen de subsistance et d'arriver jusqu'à la fin d'un cycle, puisqu'il y a un moment dans le roman où on parle d'un arbre particulier, l'arbre de la mort, où les Django, lorsqu'ils sentent qu'ils vont mourir, ils se mettent en dessous de cet arbre et ils attendent la mort. Donc voilà, son idée était d'écrire à leurs propos, mais de cette manière originale,
originale, et pour ça, il est en quelque sorte retourné vivre avec eux, c'est-à-dire qu'il est allé, donc les Django vont, comme il explique dans son livre, il fréquente des endroits qu'on appelle andai en arabe soudanais, c'est des espèces de bars populaires, de bars locaux où ils boivent de l'alcool, etc., ils discutent. Et donc il a passé du temps avec eux dans ces endroits-là pour trouver la matière qui lui permettrait d'écrire son roman. Donc les Django, c'est un peu une construction de tous les instants. Ils sont à la fois pluriels et identiques. Aucun ne vient de la même tribu. Chacun a sa vision de tel sujet ou sa version de telle histoire, mais ils se retrouvent systématiquement dans leur mode de vie, dans leur tenue vestimentaire, dans leur culture, dans leurs références, surtout dans leurs plaisirs, et bien évidemment dans leur travail de la terre. Est-ce que Abdelaziz Baraka Sakine, c'était quelque chose qui vous intriguait, cette entente, ce lien indéfectible qu'il y avait entre ces personnes, malgré toutes leurs différences? نعم، وهذا هو أهم الشيء في أنهم يتشابهون ومختلفون. يتشابهون في مظهرهم الخارجي، طريقة اللبس، يلبسون نفس اللبس ويشتغلوا نفس العمل، لكن شخصياتهم تختلف اختلاف كبير كما هو في الرواية، لأنهم يأتوا من مناطق مختلفة. يعني بعضهم يأتي من غرب السودان، بعضهم من شمال السودان، بعضهم يأتي من أثيوبيا، البعض من إريتريا، وكل واحد يحمل عنده محمولاته الثقافية المحددة. أما عندما يأتوا إلى تلك المكان يتشابهوا مع المكان، ولكن يختلفوا في نفس الوقت مع بقية فيما بينهم، يعني الاختلافات الدقيقة، ويختلفوا تماما مع الأمكنة الأخرى داخل السودان أو داخل أريتريا. مثلا الجنجو عندهم أخلاقهم الخاصة، وعندهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، يعني التي لا تشبه عادات وتقاليد بقية السودان. الجنجاوي نظرته للعمل تختلف من نظرة الشخص العادي، وهو برضو بيشوف انه الحياة انه جاء نعم يستفيد لكن للمتعة، يستمتع بحياته، يستمتع بالحياة التي يعيشها مهما كلفت، حتى لو كان هذا الاستمتاع ينتهي بحياته، لكن لا، هو لازم يعيش مسرور ومبتهج ومبسوط جدا جدا. وزي ما ذكر في الرواية الجنقاوي في الدرج يجنن وفي الخريف يحنن، يعني يكون مجنون عندما تكون عنده فلوس، ويكون طيب جدا جدا عندما يكون فقير. Effectivement, vous avez bien résumé la personnalité des Django, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois différents et très ressemblants pour différentes raisons. Alors ils se ressemblent les uns aux autres parce qu'ils pratiquent tous le même travail. Ils s'habillent de la même manière, hein, avec des vêtements usés et puis beaux quand ils peuvent se le permettre. Ils ont des personnalités différentes et ça s'explique probablement parce qu'effectivement ils viennent, ils ne sont pas originaires de la région où ils travaillent. Donc là le roman se passe dans l'Est, mais ils peuvent venir du Nord, de l'Ouest, ils peuvent venir aussi d'autres pays comme l'Érythrée ou l'Éthiopie. Et on les appelle toujours des Django. Et donc chacun vient avec sa propre culture. Mais ils ont une particularité, c'est que quand ils arrivent dans un endroit et qu'ils s'y installent pour travailler, ils finissent par ressembler à cet endroit et ils paraissent différents des gens des autres régions du Soudan. Ils ont aussi leur propre morale, leurs propres coutumes, leurs propres habitudes qui sont différentes des autres Soudanais en fait. Et puis ils ont aussi une vision particulière du travail.
pour eux, le fait de travailler, ils perçoivent le travail d'une autre manière que les autres Soudanais. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est profiter de la vie. Donc ils travaillent dur pour pouvoir finalement profiter de la vie, acheter de l'alcool, etc., des beaux habits, et ça, quel que soit le prix à payer. Hein. Et donc il rappelle un proverbe qu'il cite dans le roman, hein, où il dit voilà, le Django est ذكرني المثل مجنون بالخريف عندما يكون بفلوس وعاقل. Donc en fait il est fou à la saison des pluies parce que donc le Django est fou à la saison des pluies parce qu'il a gagné beaucoup d'argent et donc il peut dépenser, et puis il retrouve la raison à la saison sèche parce que là il est obligé de retourner travailler pour de nouveau devenir fou à la saison suivante. Oui, il est beaucoup question de cycle dans ce texte, de saison. Il y a beaucoup de choses qui changent avec les saisons. Et c'est vrai que ce Django est un personnage, on le voit là, assez ambivalent. D'ailleurs, le roman commence par cette comparaison des Django avec des corbeaux. Et je me dis, si on y réfléchit, il s'agit aussi d'un oiseau ambigu, le corbeau, parce qu'il connaît des connotations assez négatives en Occident, mais positives dans les mythologies nordiques ou amérindiennes. Et en fait, il correspond à la fonction de ce qu'on appelle un décepteur en littérature. Donc c'est un peu comme le chacal qui est à la fois déprécié, mais nécessaire au monde. Et le Django, il est tout en bas de la pyramide sociale. Il est fauché, filou, dès qu'il a des sous, il dépense tout. C'est le anti-héros, mais s'il n'était pas autant consommateur, et notamment d'alcool et de femmes, je pense qu'on pourrait voir que l'économie du village s'écroulerait. Et puis surtout, le Django récolte ce que les hommes mangent. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans les Django, il y a un peu une puissance légendaire, c'est-à-dire que très particulière, à la fois minime et essentielle, mais voilà, qu'il y a un peu de ça chez lui. هذا الغراب يعني هو دائما في قطب، يعني موجود في مسح دارفور، يعني الفصل الأول طر اللي فيه النبي صنع الغراب من ريشة، وموجود أيضا في بداية الجنغو مسامير الأرض. لكن في الحقيقة هذا الغراب موجود معي منذ الكتاب الأول الذي قرأته. هو أول كتاب قرأته في حياته اسمه قصص الرعب والخوف لإدغار ألان بو. هو هذا الكاتب اللي علمني الكتابة. وأنا حأحكي إنه كيف وجدت إدغار ألان بو عشان الناس تفهم الغراب. عنده قصيدة مشهورة جدا اسمها الغراب. طبعا ده يقود إنه يعني أنا من أسرة فقيرة، يعني وما متعلمين تماما يعني بمعنى الكلمة، وربما أبي هو لا يقرأ عربي ولا يكتب، لكن يقرأ فرنسي ويكتب لغة فرنسية، وهذا في المجتمع السوداني يعني ما يتماشى مع المعرفة المتداولة باللغة العربية. فما كان عندنا كتاب في البيت يعني، والكتاب الوحيد كان موجود المصحف القرآن الكريم، ولا يستخدم هذا الكتاب للقراءة في البيت، إنما يعني يضعوه في رأس المواليد، تحت رأس المولود الجديد حتى لا يسرقه الشيطان. عندنا في منطقتنا أو في كثير من العادات أو أفكار في السودان أو عندنا في الشرق، إنه إذا ولد طفل جديد بيأتي الشيطان ممكن ياخده أو يبدله بابنه، فنحن يضعوا هذا المصحف تحت رأسنا وإحنا مولودين جدد حتى لا يأخذنا الشيطان. بعد ذاك أنا ممكن أواصل. Donc, alors en réalité, le corbeau est très présent dans les romans d'Abdelaziz en général.
Si on regarde par exemple Le Messie du Darfour, donc son roman précédent qui a été traduit en français, dès le premier chapitre, il y a un passage où on parle du corbeau, hein, donc à partir de la plume d'un corbeau, le prophète du roman fait vivre un oiseau entier, etc. Et en fait, même quand on cherche plus loin dans ses livres précédents, très souvent il parle du corbeau. Il lie ça au fait que un des auteurs qui a joué un rôle important dans sa carrière d'écrivain, c'est un auteur étranger, c'est Edgar Allan Poe. Donc il dit qu'il a en quelque sorte appris à écrire avec lui, et il a un texte assez connu qui s'appelle Le Corbeau, justement. Et donc c'est une des explications. Alors en parlant de livres, Abdelaziz vient d'une famille qui était plutôt une famille pauvre et peu éduquée, enfin peu éduquée dans le sens donc qui n'a pas pu aller à l'école longtemps, mais pourtant son père, par exemple, parce qu'il venait du Tchad, pouvait quand même lire et écrire en français, ce qui est quelque chose qui n'est pas anodin au Soudan, parce que c'est pas une langue qu'on enseigne. Plutôt l'anglais qu'on enseigne au Soudan, donc ça pouvait frapper les gens. Mais donc malgré ça, en termes de livres, comme c'était une famille pauvre, ses parents ne lisaient pas à la maison. Le seul livre qu'ils avaient à la maison, c'est un exemplaire du Coran. Mais cet exemplaire du Coran avait une utilité particulière. Il n'était pas là pour... c'était pas un livre qu'on lisait, qu'on récitait, mais c'est un espèce d'objet, de talisman, en fait, de protecteur. Donc il y a une coutume au Soudan notamment et ailleurs. On place notamment un petit exemplaire du Coran sous l'oreiller d'un nouveau-né pour le protéger, pour être sûr que Satan ne vienne pas... ne viennent pas perturber son sommeil ou voler l'enfant ou causer des problèmes. Donc il y avait un livre à la maison et ça c'était l'utilité de ce livre. بالتالي كان لا يوجد كتب في البيت والمصحف زي ما شرح انه وانا في عمري 13 عام ارى اخي الاكبر دائما يقرأ كتاب معين أنا مش عارفه يعمل إيه، يقرأ إيه أو من أين يجد الكتب، لكن ممنوع إنه أو ما في فرصة أنا آخذ منه الكتاب. فيوم سافر ذهب إلى مكان ما وأنا دخلت حجرته وجدت تحت المخدة كتاب قصص الرعب والخوف لإدجار ألان بو، وسرقت الكتاب مباشرة. يعني عجبني العنوان، يعني عنوان مدهش، قصص الرعب والخوف. ده أول كتاب أقرأه في حياتي لإدجار ألان بو، ثم قررت بعد ذلك وأنا عمري 13 سنة إنه أصبح كاتب. يعني أذهلت، يعني سحرني الأدب كتابة إدجار ألان بو. فبالتالي عندما وصلت في قراءة إدجار ألان بو قرأت قصيدة الغراب، فبتمثل لي الغراب منذ تلك اللحظة، يعني مش في الفكر العام إنه طائر مخيف أو طائر غير محبوب. طبعا في الثقافة العربية إنه يعني غير محبوب، وحتى في بعض الشعر إذا كان الغراب ضليل قوم فوجهتهم إلى الدار الخراب، يعني إذا كان الغراب ده يقود قوم سيقودهم إلى خرابة من الخرابات. لا، أنا الغراب مثل عندي يعني شيء مهم جدا وبداية انطلاقة الحياة. يعني هو إدجار ألان بو هو الذي صنع مني كاتب، وبالتالي هذا الغراب يمثل لي نموذج لأنه بدأت شيء جديد، بدأت مشروع حياتي هو الكتابة. Donc, comme il le disait, donc il n'y avait pas d'autres livres à part cet exemplaire du Coran à la maison. Donc il n'était pas en contact avec d'autres livres jusqu'à ses 13 ans. Il avait son grand frère, le grand frère d'Abdelaziz, lisait beaucoup. Et Abdelaziz ne savait pas d'ailleurs où est-ce que son grand frère trouvait tous ses livres, mais son frère ne voulait pas lui montrer les livres, ne voulait pas les lui prêter, c'était à lui. Donc un jour son frère était absent, il avait voyagé
Et Abdelaziz en a profité pour rentrer dans sa chambre en cachette et il a trouvé dans le lit de son frère un exemplaire de ce fameux livre d'Edgar Allan Poe. Donc c'est je ne connais pas le titre en français, les histoires extraordinaires Ouais. oui, en arabe c'est les histoires de terreur, mais bon voilà, c'est sans doute les histoires extraordinaires. Et en fait il a commencé à le lire en arabe évidemment et ça l'a passionné. Et à tel point que c'est ce jour-là qu'il a décidé de devenir écrivain. Il s'est dit un jour, moi aussi, je deviendrai écrivain. Et puis après cela encore, il a découvert le fameux texte qui s'appelle le Corbeau, du même auteur. Et Abdelaziz a considéré que, contrairement à la tradition soudanaise ou arabe, où le corbeau est effectivement plutôt un oiseau maléfique, lui donnait un tout autre sens. Donc lui le voyait plutôt comme un oiseau positif et comme un modèle, quelque chose qui allait lui permettre de commencer sa vie d'écrivain aussi. Et donc lui il voit le corbeau comme un oiseau d'optimisme plutôt. Toute l'ambivalence du coup de cet oiseau et du coup des visions, parce que dans ce texte on sent que il y a de temps en temps des sujets qui pourraient être graves, sérieux, et en fait on sent qu'il y a juste un petit décalage de vision qui fait que tout de suite il y a une sorte de dédramatisation, souvent avec humour. Il y a un tout petit glissement de vision qui permet de ne pas avoir ou de ne pas émettre de jugement justement sur ces situations. Je pense par exemple au viol que l'on évoque rapidement ici et là, aux attouchements que subit Wad Amouna enfant et auxquels il ne prête mais alors absolument pas attention. Je pense aussi à la prostitution que l'on perçoit par les problématiques d'argent entre les femmes et les hommes, ou encore à la guerre qui éclate en deuxième partie de texte. Mais ce potentiel sérieux de ces sujets est systématiquement désactionné par du trivial. Par exemple, l'enfant pense qu'une femme qui a mauvaise réputation, ça voudrait dire que ça a à voir avec de la nourriture avariée, quelque chose qui n'a rien à voir. Ou encore, et c'est peut-être le plus symbolique, les Django résistent à l'injustice en souillant de merde la banque. Donc c'est leur façon de résister et en fait de commencer une guerre. Est-ce que, voilà, dans tout ça, ça évoque le fait qu'il n'y a pas toujours qu'une seule vision de ces sujets. Est-ce que c'était important de se retirer du jugement à la fois en tant qu'écrivain, mais aussi pour le lecteur ? صحيح يعني أنا استخدم السخرية مع الجد والهزل مع بعض لكن بالنسبة لي هو القصة أو الحكاية الموجودة الرواية هي ما الحكاية لكن هي فن كتابة الحكاية يعني هي مش القصة هو فن كتابة هذه القصة لكي تصبح رواية وهذا الفن لكي تحول هذا الشفاهي وهذه القصص إلى فن يسمى رواية فالكاتب يحتاج لأدوات كثيرة جدا جدا ومن الأدوات التي يستخدمها هي السخرية والخلط بين الجد والهزل في نفس الوقت وما يعني هي تقنية كتابة يعني تقنية كتابة. Alors oui, il utilise dans ce roman l'ironie et aussi il mélange volontairement le sérieux et le comique dans ses romans pour aborder des sujets très graves. Mais pour lui, la raison pour laquelle il fait cela, c'est que en tant qu'écrivain, il considère que quand il écrit un roman, le plus important, c'est la construction du roman. C'est la manière d'imbriquer les événements les uns, de faire s'imbriquer les événements les uns avec les autres. Et pour ça, pour que ça marche, pour qu'il y ait une certaine originalité, l'écrivain a besoin d'outils.
Et l'ironie, c'est l'un de ses outils, ou alors l'usage à la fois du comique et du sérieux dans la même scène. Il le voit aussi comme un outil d'écrivain qui lui permet d'arriver au roman. ففي السودان يعني مثلا ونظام حياة في السودان عندنا أحيانا بعض الأشياء يعني هي في قمة المأساة وفي قمة الضحك في نفس الأشياء في نفس الوقت. وحتى في المجال السياسي مثلا في السودان يعني في الحكومة السابقة أو حكومة الأخوان المسلمين في واحد من العلماء هو واحد من علماء الاقتصاد ففكر كيف يحل الإشكال الاقتصادي فقال نستخدم الجن مثلا. يعني هو جاد جدا انه نستخدم الجن. مثلا احيانا تكون في مشاكل في الكهرباء في واحد من المهندسين قال انه يعني سبب انقطاع الكهرباء فأر كبير مثلا ضب كبير. في كوبري انهار في الخرطوم وقالوا لا السبب انه مش التقنيات الهندسيه خطا لا في فيران كبيره هي اللي اكلت الكوبري. وهذا يعني يكتب في الصحافه وعلى الناس تصدقه بالرجاله يعني لازم تصدق هذا. فالحياه اصلا في الحياه السودانيه مبنيه على اخيله يعني. Mais il y a une autre raison en fait à ce mélange de sérieux et de comique dans le récit, c'est que ça reflète en fait la vie réelle des Soudanais dans tous les domaines, y compris dans le monde politique. C'est-à-dire, il donne une série d'exemples d'événements qui sont, comme il le dit, à la fois au sommet de la comment dire, du malheur et en même temps au sommet du comique, parce que donc on trouve ces contradictions. Alors il donne quelques exemples dans la manière dont le gouvernement essaye de justifier ses échecs. Par des arguments qui ne convainquent personne, mais il explique que par exemple, dans le gouvernement précédent, enfin avant le soulèvement, donc pas le dernier coup d'État, mais avant le soulèvement, quand les frères musulmans étaient au pouvoir, le pays traversait une grave crise économique et donc il fallait chercher des solutions pour redynamiser l'économie du pays. Et au lieu de se tourner vers un économiste, on se tourne vers les oulémas, donc vers les savants religieux, pour qu'ils puissent trouver des solutions. Or, c'est pas eux qui vont... Alors, par exemple, un des oulémas avait dit il faut avoir recours aux djinns, hein, donc aux esprits... il faut avoir recours à la magie, c'est ça qui va nous aider à retrouver l'économie. Donc c'est terrible d'entendre ça, mais et en même temps c'est tellement comique. Donc on passe du sérieux au comique. Alors il donne tout un tas d'autres anecdotes qui se sont passées. Par exemple, il y a régulièrement des coupures d'électricité. Tout simplement parce que les installations sont vétustes ou qu'il n'y a pas assez d'eau dans les fleuves, mais on raconte en réalité que c'est à cause d'un énorme loup qui a coupé les câbles, etc. Il y a un pont qui s'est écroulé à Khartoum, mais on raconte que c'est parce qu'il y avait tellement de rats qu'ils ont mangé les fondations du pont, il s'est écroulé. Et on retrouve ces événements, et étant donné la nature du régime, on n'ose pas contredire le régime et donc on retrouve ces événements dans la presse. Et donc voilà, pour le lecteur de Khartoum, c'est du tragicomique en fait. Hein. Ce qu'on décrit est tragique et comique à la fois. قبل أسبوعين حصل انقلاب في السودان على حكومة مدنية والدكتاتور قال عمل انقلاب عشان ده يعمل حكومة مدنية. هو انقلاب على الحكومة المدنية لكي يقوم بعمل حكومة مدنية. Un dernier exemple, c'est le coup d'État qui a eu lieu il y a 2 semaines. On avait un gouvernement mixte militaire et civil. Et en fait, les auteurs du coup d'État ont dit on doit renverser ce gouvernement civil pour pouvoir, à la fin, vous donner un nouveau gouvernement civil lui aussi. Donc c'est tragicomique encore une fois. بالتالي يعني هذه الخلطة هي يعني جاءت من قراءة لهذا المجتمع وهذا يحدث عادة عندنا. تشوفوه غريب لكن احنا عندنا عادي.
Donc ce mélange de tragicomique qu'on trouve dans ces romans vient donc de cette réalité de la société soudanaise. Ça peut paraître étrange, mais pour un Soudanais, c'est tout à fait normal en fait. À vrai dire, en tant que lecteur, c'est très plaisant plutôt. On passe un très bon moment. Donc il y a une abondance de Django, de personnages, de visions, et puis évidemment l'abondance des langues, on y arrive. Comme je disais plus tôt, il regorge vraiment de différents niveaux de langue et même de dialectes, de différents niveaux d'arabe. Donc les personnages peuvent s'exprimer justement dans des langues différentes. Donc elles se transforment, elles se renchérissent, elles s'accumulent. Et donc à la fin, il faut harmoniser tout ça sans homogénéiser. Donc là, on touche au défi de la traduction. Donc voilà, ma première question sera surtout pour vous, Xavier Buffin. Comment fait-on pour traduire un texte aussi riche en références linguistiques ? Je sais notamment que la version originale, du coup, mélangeait un arabe littéraire et tous ces différents dialectes et des versions d'arabe. Comment vous avez fait ? Par quoi on commence ? Alors c'est vrai que c'était le grand défi de la traduction de ce livre. J'ai traduit d'autres romans précédemment, mais c'était le premier roman où je rencontrais autant de variations dans la langue et ça dès la première page en fait, puisque quand on lit le roman, il y a toute une série de mots étranges qui apparaissent. Et donc j'ai un peu réfléchi à la manière de le rendre en français, et je voulais que le lecteur francophone ait la même impression que le lecteur arabophone, c'est-à-dire que le livre, les Django, il est lu au Soudan, mais il est lu aussi en dehors du pays. Et pour les auteurs, et il n'y a pas de note en bas de page dans le roman. Les mots ne sont pas expliqués. Donc un lecteur irakien ou marocain qui tombe sur tous ces mots, il les trouve étranges, mais la plupart du temps, il les comprend grâce au contexte. Alors j'ai essayé de faire la même chose, c'est-à-dire je ne voulais pas qu'il y ait des notes en bas de page dans le livre pour en faire une étude savante, et donc j'ai tous ces mots, donc il y a des noms d'oiseaux, il y a des noms d'arbres particuliers, les noms d'alcool, etc. Puisqu'ils ne sont pas expliqués dans le roman, je n'ai pas voulu les expliquer non plus, et 9 fois sur 10, c'est le contexte qui aide le lecteur à les comprendre, c'est-à-dire que voilà, quand on dit que ذكرني اسم الطيور مثلا عبيدات. Oui. Il y a des oiseaux, عبيدات. Bon, c'est typique du dialecte soudanais, ça ne s'utilise pas ailleurs, mais puisque ce n'est pas expliqué dans le livre, je ne voulais pas l'expliquer non plus dans la version française, mais le fait qu'on utilise un verbe comme ils se sont envolés ou ils étaient dans l'arbre, je me dis que les lecteurs vont comprendre que ce sont des oiseaux et donc c'est pas la peine de l'expliquer. Alors ça marchait pas toujours, donc de temps en temps je trichais en disant, en mettant une petite incise, c'est-à-dire que la première fois qu'il parle de la marissa, donc c'est l'alcool typique soudanais, je mettais une petite incise en disant l'alcool local, etc. Mais dans le texte, pas comme note. Alors ça c'est pour les mots, et alors effectivement il y a des dialectes différents qui sont utilisés dans le roman, et il y a aussi des personnages étrangers. Il y a pas mal d'Éthiopiens, d'Érythréens, surtout des Éthiopiennes et des Érythréennes, et dans le livre, elles parlent un mauvais arabe, en fait. Elles font des fautes d'arabe, etc. Donc j'ai essayé de rendre ça aussi alors il fallait convaincre l'éditrice de laisser tomber la double négation, etc., de dire mais ce gars, pourquoi il ne veut pas venir? Non, il faudrait dire il ne veut pas venir. Non, justement, ça ne rend pas le texte original. Donc c'était un peu tout le travail. Alors, il y a quelques mots d'origine, il y a des mots en amharique aussi, etc. Alors j'ai fait comme il a fait dans le roman, c'est-à-dire à un moment il est dans un bar et il demande l'addition, et il est écrit en amharique, mais enfin transcrit en arabe, 5 bir, donc la monnaie locale, et puis la même phrase en arabe. Voilà, j'ai suivi l'auteur et en essayant de ne pas le trahir et de ne pas mettre de notes en bas de page. Est-ce que du coup vous avez eu des échanges entre vous deux sur justement quels mots potentiellement on explique un peu plus, ou voilà, est-ce qu'il y avait vraiment un échange entre vous par rapport à tout ça? Oui, parce qu'il y avait aussi des mots que je ne comprenais pas.
نعم. يعني في الحقيقة ما احنا نشوف كيف تلاقينا. يعني إكزافية أنا كنت موجود في السودان، واتصل بي أنا في قرية صغيرة في كرمك على الحدود أثيوبيا، وقال لي حأترجم لك بعض النصوص. فأول ما فكرت أنا مخيل أول حاجة واحد من العرب، يعني عربي، لأنه لغته كانت فصيحة جدا. فقلت له من أنت؟ فقال هو أستاذ بلجيكي وكذا. ففكرت أنه كيف يستطيع رجل من بلجيكا ترجمة رواية الجنغو؟ ممكن تكون روايات أخرى أسهل، لكن الأعمال لأنه أكتب أنا بلغة محلية، الحوار مثلا، وحتى اللغة المحلية لغة محلية اختارها بدقة جدا، يعني لغة المكان، يعني المكان اللي عايشين فيه الجنغو. والجنغو لا يتحدثون لغة واحدة، يتحدثون بعضهم بالأمهريك، بعضهم بالتجرينيا، بعضهم يتحدث لغة النوبة إلى آخره، اللغات اللي جو منها يعني. فقلت له يا أستاذ ما ممكن تترجم هذه الأشياء ما لم تأتي إلى السودان وتشوف الناس وتشوف الأطعمة الموجودة في الرواية والمجموعات الجنغو، تعيش معهم. أنا كنت أعرف أن الترجمة لهذه الرواية صعبة ومحتاجة للشخص يعني قدير، فمشكورا قبل وجاء إلى السودان وقعد معايا في تلك القرية لفترة، ومشينا للجنغو كذلك وأكل معهم كل أنواع الأطعمة وشرب المريسة إلى آخره. بعد ذلك أصبح مترجما جيدا لرواية الجنغو. Alors il explique, donc il prend le relais pour répondre à la question, et donc il explique un peu comment on s'est rencontrés. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je l'avais appelé en lui demandant de traduire un de ses textes. Je voulais traduire une de ses nouvelles, et puis aussi le roman Les Django. Et donc il explique que en fait, il s'est dit, mais comment un professeur, même s'il parle l'arabe, qui est belge et qui vit en Belgique, comment est-ce qu'il peut traduire mes romans, et surtout les Django, puisque j'utilise une langue particulière qui est la langue des Django, et en fait des langues particulières, puisqu'ils ont des dialectes différents, etc. etc. Donc il m'a dit, si tu veux, tu ne peux pas traduire le roman Les Django si tu ne viens pas au Soudan. Donc si tu veux traduire le roman, tu dois venir au Soudan. Et donc il explique qu'effectivement, je l'ai rejoint au Soudan. Et donc on a voyagé dans la région du Nil bleu où se passent les événements du roman. Et alors voilà, c'est vrai, on est allé voir les Django, on a mangé avec eux. Il insiste pour dire que j'ai bu la marisa avec eux, donc l'alcool local. et voilà. Et alors une fois que c'était fait, il a dit voilà, maintenant tu peux traduire les Django. Et بعد ذاك انا اكتشفت اكتشاف غريب، وهو انه كل ما يعني يشرب اكزافيه يسكر هو بيعرف لغات اكثر، يعني بالتالي ما كانت في مشكله في انه يترجم الجنغو. Et puis par après, il a découvert une autre de mes facultés de traducteur, c'est-à-dire que chaque fois que je bois, je peux comprendre encore d'autres langues. Et donc, et voilà, ça a aidé aussi pour traduire ce roman. Vous êtes vraiment engagé entièrement dans la peau du Django aussi, quoi. Ah oui, c'est tout un processus. Qui n'est pas désagréable. Effectivement. C'est très bon la marisa. Alors c'est un alcool de céréales en fait, hein, de sorgho, et qui est fait traditionnellement, c'est des femmes en fait qui le. Donc il est interdit, hein, mais les femmes le font en cachette, et les fabricants de marisa sont d'ailleurs souvent des personnages à part entière dans ces livres, mais chez beaucoup d'auteurs soudanais. C'est un personnage récurrent parce que c'est quelqu'un qui défie le pouvoir, hein, il fabrique de l'alcool alors que c'est interdit, et donc oui, c'est un alcool de céréales, en général du sorgho.
Oui, Marissa. Mais c'est un mot soudanais. À ma connaissance, même en Égypte, qui est juste à côté, في السودان يعني عنده في مصر احيانا عندهم حاجه اسمها عصير القصب. لما ياخذ فتره طويله يتحول لشيء يشرب يسموه البوظه. في مصر سموها البوظه. لكن مريسا كلمه سودانيه بحته، ما عدا في مدينه في لبنان او اسمها مريس، لكن ما عندها علاقه بهذه القريه الصغيره اسمها مريس. Il dit oui, le mot est typiquement soudanais. Il y a un alcool qui ressemble à celui-là, qu'on appelle al-boza en Égypte, mais le mot Maris, ça c'est typiquement soudanais. Alors il y a une région, une ville au Liban qui s'appelle Maris, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment un mot soudanais 100%. Je vais juste poser une dernière question avant de laisser la place au public. Donc dans le roman, il y a vraiment une force du collectif et de la pluralité. C'est-à-dire qu'on observe rapidement que la vision d'un individu ne fera jamais le poids face à la vision du groupe. Les témoins directs sont constamment écartés pour ne pas gêner la construction d'une histoire collective où chacun pourrait apporter sa pierre et s'inscrire à son tour dans une sorte de fresque immense qui sera à son tour déconstruite et reconstruite à l'infini. Les rumeurs circulent à la vitesse de la lumière, les autres savent tout et parfois même plus que le personnage concerné. Le narrateur apprend par exemple qu'il est amoureux grâce à la rumeur générale. Il ne le savait pas. Donc là, par exemple, page 241, je vous lis juste un extrait qui est vraiment édifiant. En fait, ici, les gens croient toujours en savoir plus sur la personnalité de chacun que les intéressés eux-mêmes. C'est pourquoi un avis extérieur est réputé offrir une vision plus globale et aussi plus objective. Comme l'affirme un dicton local, les autres sont nombreux, toi, tu n'es qu'un. Alors, qui croire ? Les autres ont 1000 yeux. 500 cœurs, des milliers d'amis, 1000 oreilles, 500 bouches, 1000 pieds et autant de mains. Et toi, tu es seul. Alors qui croire ? Qui est le mieux placé pour faire la part entre la vérité et le mensonge ? Donc c'est vrai que c'est un grand thème aussi du roman. La vérité et le mensonge se font face, prennent toujours le relais l'un de l'autre. Et du coup, je me demandais, voilà, quel poids fait l'individu face aux histoires collectives ? دي خاصية يعني مهمة جدا عند جانجو، مسألة الفرد والجماعة وإلى آخره. هم يتحركوا كمجموعات دائما ويتحدثوا أيضا كمجموعات. عندما تجدهم في الإنداية أو مكان المريسة كلهم يتحدثون في وقت واحد ويسمعون بعضهم ويحكون لبعضهم في نفس الوقت، وليس في المكان الموجودين فيه فقط إنما مع الجيران أيضا. لأنه بين البيت والبيت لدينا شيء يسمى الصريف، هو حائط من العشب أو من القش القصب، وهم يعني في نفس الوقت على كل جنقاوي إنه يفهم الآخر، ولو واحد غلط في حق الآخر ممكن يقف يتشاجر معه ثم يعود للكلام مرة أخرى. هذا النظام ناتج أيضا من طبيعة الشراب اللي يشربه. احنا عندنا في السودان يقولوا إنه الواحد عندما يسكر يقول للجمل بس، يعني يسكر الجمل الشامو، يعني هو شوفه مثل القط يعني. فبالتالي هو ما بيكون في وعيه أصلا، لا يكون واعي، وكل حد يشوف نفسه بطل يعني، ومفروض كلامه يسمع ومفروض رأيه يعني يمشي. أنا استفدت من هذه التقنية في كتابة الرواية نفسها، إنه لا توجد حقيقة، ما هم سكرانين يعني، لا توجد حقيقة واضحة لديهم،
لا يوجد شخص أهم من شخص. لهذا السبب في الرواية لا يوجد بطل واحد في الرواية، مجموعة من الأبطال لأنهم كلهم مهمين. كل المجموعة دي لها نفس الأهمية. استخدمت البطولة الجماعية في الرواية اللي هي نفس الشكل عند حياة الجنغو. Alors oui, c'est une autre particularité des Django. Les Django se déplacent en groupe et ils font tout en groupe. Ils parlent aussi en groupe. C'est-à-dire, ils se déplacent collectivement et ils parlent collectivement. Ils parlent tous en même temps, sans s'écouter. Voilà, c'est quand on est avec eux dans un de leurs bars, voilà, tout le monde parle en même temps et l'histoire qu'ils racontent du coup devient une histoire collective. Même chose entre voisins. Il explique que les maisons sont séparées. Les maisons traditionnelles c'est des huttes avec une parcelle et les parcelles sont séparées par une fine cloison. Mais voilà, quand des voisins se disputent, les voisins d'à côté interviennent. S'ils chantent, ils les entendent chanter, ils chantent avec eux, etc. Donc voilà, on ne vit pas de manière individuelle, on vit de manière collective. Et bon, il explique que la boisson n'arrange pas les choses. Hein. Voilà, quand ils dépensent leur argent, comme il explique, l'argent qu'ils ont gagné pour boire, et qu'ils sont tous sous, ils parlent encore plus en même temps, etc. Et alors il s'est dit, mais tiens, je pourrais utiliser ça comme comment dire, la technique de rédaction de mon roman pourrait ressembler à leur manière de parler, c'est-à-dire que puisqu'ils racontent tous une histoire en même temps et chacun donne des détails et surtout chacun est persuadé de détenir la vérité, d'avoir la vraie version, je vais introduire ça dans mon roman. Chacun va donner sa version d'une histoire. Donc on a une histoire mais collective avec des versions qui sont racontées par des personnages différents. Et ça veut dire qu'il n'y a pas un héros dans le roman, mais une espèce d'héroïsme collectif où tout le monde prend part à la confection de l'histoire. Donc c'est vrai pour les Django et c'est ce qui apparaît dans la rédaction du roman aussi. C'est polyphonique en fait. عندهم منطق يعني في مسألة إنه الجماعة تعرف عن الشخص أكثر ما يعرف عن نفسه، لأنه هم مجموعة يعني أكثر من واحد مفروض يعرف عنك يعني أكثر منك. يعني أنت واحد شخص تعرف معرفة واحدة عن نفسك، لكن هم 150 مفروض يعرفوا عن نفسك أنت أكثر منك. هذا هو المنطق. فأنت كل الشيء الذي تقوله لا حد يصدقه، إنما يصدقون ما يتخيلونه وما يتفقون عليه هم يعني. En fait, ils ont leur propre logique, c'est-à-dire que ils considèrent, ça fait écho à l'extrait que vous avez lu, que les gens collectivement savent plus qu'une personne individuellement, mais ça vaut aussi pour ce qui concerne l'individu, c'est-à-dire que une personne sait d'elle-même moins que 50 ou 100 personnes savent. Donc il faut écouter toutes ces personnes pour savoir qui est vraiment l'individu, et ils en savent plus que l'individu concerné lui-même. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans le roman. وحتى عندما تقع في الحب لو حبيت امرأة فأنت عليك أن تعرف من الآخرين هل أنت تحبها أم لا. يعني مش أنت الذي تقرر يعني. Même pour les questions d'amour, donc si l'un des personnages est amoureux d'une femme, en fait il doit demander aux autres s'il est vraiment amoureux de cette femme ou pas. Ils le savent mieux que lui-même. Oui, effectivement, c'est aussi une vraie expérience en tant que lecteur, c'est-à-dire que on se rend compte plusieurs fois qu'on est piégé parce qu'en fait, au bout de 2 pages, il y a le récit qui s'arrête, puis qui est repris par un autre personnage avec une version, mais alors complètement différente. On est là, mais qui c'est qui raconte la vérité à la fin ? Et voilà, tous les récits se construisent comme ça, mais les personnages également se construisent comme ça. On est obligé de piocher des tout petits détails petit à petit. Et donc je comprends complètement l'idée de système qui représente en fait le système des Django également pour l'expérience du lecteur en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
parce que moi j'en ai moult encore, mais... Ah, une question. Est-ce qu'on a les micros? Ah, il y a une question juste derrière. Eh bien, ravi. un peu décontenancé, c'est-à-dire qu'on se dit waouh, je suis sortie du labyrinthe. Alors c'est certes, enfin, voilà, je me suis dit c'est pas une croisière parce que effectivement il faut être sur ses gardes. Mais du coup c'est extrêmement ludique et c'est une expérience étonnante. De la Marissa, eh ben écoutez, je n'avais pas de Marissa sous les mains, mais potentiellement ça aurait tout un autre sens peut-être. On va en apporter la prochaine fois. لكن مثلا رولان بارت بيقولوا انه القارئ هو مؤلف يعني هي بعد تنهي الروايه تالف الروايه هي تؤلف روايتها يعني خلصت الكتاب تبدا في تاليف الروايه اللي تخصها فهمتني؟ رولان بارت يقول انه المؤلف القارئ هو مؤلف يعني كل من يقرأ الرواية هو أصلا يقرأ رواية أخرى تخصه فبالتالي سألتها هي بعد ما تقرأ تألف الرواية التي تخصها. En fait, il se réfère à Roland Barthes, qui dit que le lecteur lui-même est l'écrivain. Et donc, ben voilà, pour répondre à votre question, chaque lecteur écrit son propre livre, y compris dans son cas. Donc, quand vous le lirez, vous aurez votre propre version du livre. Oui, je m'interrogeais pour savoir si le livre avait été justement traduit dans d'autres langues, étant donné qu'il y a sacré boulot et investissement de votre part pour la traduction française. Donc voilà, je voulais savoir si ça avait été fait dans d'autres langues. ترجم للأمهارك نعم للأمهارك وترجم للغة الإنجليزية وتنشر في أمريكا وحاليا في حوار للترجمة الإيطالية اللغة الإيطالية والكردي ترجم مسح دارفور لكن الكتب عامة ترجمت ل 13 لغة كل الكتب يعني 13 لغة. Alors, pour ce qui est des Django lui-même, en fait, le livre a été traduit en amharique, donc la langue d'Éthiopie, la langue principale d'Éthiopie, en anglais aussi, et donc c'est un traducteur soudanais. Le livre est sorti aux États-Unis en anglais, et il y a un projet de traduction en italien. Si on prend les autres romans d'Abdelaziz, si on les met tous ensemble, donc notamment Le Messie de Darfour, pour l'instant, ces romans sont traduits dans 13 langues différentes. Donc autant de traducteurs qui font des sueurs et qui doivent aller au Soudan boire de la Marissa. Non, ma question, pardon. Excuse-moi. الجانجو جاي من هذه الكلمة يعني يقال إنها من أصل لغة الفور تعطي معناها إنه الناس متحركين جونجو وممكن تكون من لغات أخرى لكن غير معروف تماما الأصل بتاع الكلمة لكن الأقرب في لغة الفور توجد نفس الكلمة زائد إنه هذه الكلمة تستخدم في أمريكا في أماكن في فرقة الجانجو الموسيقى مشهورة جدا يعني لكن أصل الكلمة أنا لا أعرفها اعتمدت على أصل لغة الفور. Alors on n'est pas sûr de l'origine, de l'étymologie du mot. D'après certains, ça vient c'est un mot qui vient parce que le mot n'est pas arabe, qui vient de la langue des Fours. Donc les Fours, c'est les principaux habitants du Darfour,
Darfour en arabe, ça veut dire le pays des fours. Et donc le mot pourrait être d'origine four et signifierait les gens qui nomadisent, les gens qui ne restent pas au même endroit. Mais il n'en est pas sûr. Ou ça pourrait aussi venir d'une autre langue. Donc c'est ce qu'il a entendu, mais il ne sait pas exactement d'où vient le mot. Le pouvoir soudanais. Pourquoi se pose-t-il jusqu'à, je crois, brûler le livre? Sur quels arguments? نعم. في مشكلة سياسية بشكل عام في الفترة ديك. هو لأنه لدينا كان حكومة عمر البشير هي حكومة الأخوان المسلمين، وعندهم في رأيهم ما يسمى بالمشروع الحضاري الإسلامي. هو في الحقيقة لا حضاري لا إسلامي، يعني مشروع خاص بتلك المجموعة اللي هي بقيادة الدكتاتور عمر البشير. منع الكتاب لأنه في قانون المصنفات الفنية والأدبية في السودان يحدد تماما ماذا يكتب الكاتب وماذا يجب أن يتجنبه أو لا يكتبه. مثلا قانونيا وزارة الثقافة قالت منعت الكتاب وفقا للمادة 15. في المادة 15 توجد 4 فقرات. ممكن ترجم واصل؟ أيوة 4 فقرات. الفقرة يعني 4 فقرات تحدد لماذا يمنع الكتاب. مثلا الفقرة الأولى إذا طبع في دولة معادية للسودان، ده ألف. الثانية إذا كان ضد العادات والتقاليد السودانية. ثالثا ضد الدين. أوكي. رابعا إذا رأت اللجنة أن تمنع هذا الكتاب فلتمنعه، يعني ما في داعي كان يقولوا كل تلك التفاصيل، إنه اللجنة ممكن تمنع الكتاب كما أرادت. Alors, en réalité, de manière générale, on peut dire que c'est un problème d'ordre politique. Le gouvernement d'Omar el-Bashir, qui, donc avant le soulèvement, avait soi-disant un projet culturel qu'on appelle le projet culturel islamique, en fait, qui devait être appliqué au pays, mais qui n'a rien de culturel et rien de musulman en réalité, hein, comme le dit Abdelaziz. Mais donc ce régime avait produit une série de lois, et notamment une loi qui s'appelle la loi on va dire la loi de classification des œuvres littéraires et artistiques. Et on se base sur cette loi pour décider au niveau des autorités ce qui peut être écrit et ce qui ne peut pas être écrit. Alors, par exemple, son livre, Les Django, c'est le ministère de la Culture, en utilisant cette loi, qui l'a interdit. Et il y a toute une série de critères qui permettent d'interdire un livre. Par exemple, si le livre est imprimé dans un pays hostile au Soudan, un pays ennemi, ou alors si le livre est contraire aux coutumes du pays, aux traditions du pays, ou encore si le livre porte atteinte à la religion. Donc il y a toute une série de critères, et si le livre répond à l'un de ces critères, à ce moment-là, il peut être interdit, et la commission prend sa décision et on ne peut rien faire. مثلا هذه المواد فيها تناقض كبير. عندما تتحدث عن العادات والتقاليد السودانية لا يوجد ما يسمى بعادات وتقاليد سودانية. في كل منطقة في كل إقليم عندنا عادات وتقاليد مختلفة. في الشمال توجد عدة تقاليد وعادات وفقة للمكونات القبلية في الشمال. في الشرق نفس الطريقة، في الجنوب نفس الشيء. يعني عندنا عادات وتقاليد وثقافات يعني مختلفة في السودان. عندما تقول ضد العادات والتقاليد، أي عادات وأي تقاليد؟ مثلا مثل بسيط، في الكرمك في المنطقة اللي جيتنا فيها
في منطقة اسمها كوماغنزا. كوماغنزا جنوب نهر يابوس مع الحدود الأثيوبية. في هذه المنطقة عندما تلبس النساء عليهن، يعني على النساء، إنه الجزء الأعلى من الصدر يكون مفتوح، يعني لا تغطي صدرها. لو غطى صدرها ده عيب، لأنه هذا الصدر يعني عنده علاقة بالأطفال فقط. يعني الأسداء دي فيها غذاء للأطفال وعندها ارتباط بالحياة، فبالتالي هي الصدر مفتوح وممكن تلبس شيء قصير. نفس هذه المرأة إذا ذهبت للخرطوم أو مشت لكسلة أو لأي منطقة أخرى بصدرها مفتوح، القانون النظام العام يقبضوها ويجلدوها، تعتبر يعني فضيحة أو مشكلة. ودي سودانية، وهذه عادات وتقاليد سودانية. يعني تختلف العادات والتقاليد تماما. أحيانا ما يرى صح في مكان يرى خطأ تماما في مكان آخر. Alors, en réalité, il y a une contradiction énorme dans ces articles. Alors, il prend comme exemple le fait qu'un livre peut être interdit s'il contrevient aux coutumes, aux traditions soudanaises. Et il dit, mais en fait, il n'y a pas une coutume ou une tradition soudanaise, enfin, une coutume ou une tradition dans le pays qui soit représentative de l'ensemble du Soudan, puisque justement, c'est un pays très diversifié. Dans le nord, les gens ont leurs propres coutumes, elles sont différentes de celles de l'Est, de celles du Sud. Donc, quand cet article dit on ne peut pas contrevenir aux coutumes soudanaises, de quelle coutume on parle, ça n'a pas de sens. Et il donne un exemple dans la région de Kurmuk, donc c'est dans la province du Nil Bleu. Il y a un endroit qui s'appelle Komaganza, près de la frontière éthiopienne. Et là-bas, la coutume est que les femmes ne couvrent pas leur poitrine, en fait. Elles portent des vêtements, mais pas au-dessus. Elles ne couvrent pas leur poitrine parce que la poitrine est associée à la maternité, à la vie, au fait de nourrir les enfants, etc. Donc c'est quelque chose de positif. Donc il n'y a pas de raison de couvrir la poitrine. Ça, c'est une coutume soudanaise. Mais si cette femme applique cette coutume en allant à Khartoum, la capitale, ou à Kassala, ou dans une autre grande ville du Soudan, elle va être arrêtée parce qu'on considère que c'est honteux, alors que elle, dans son village, c'est l'inverse qui est honteux, c'est couvrir sa poitrine qui est quelque chose de répréhensible. Donc il dit, c'est quoi la coutume soudanaise? Celle de ce village-là ou bien celle de Khartoum? Donc ça n'a pas... voilà. أيضا في السودان عندنا مجموعة من الأديان، يعني في مجموعات كبيرة، يعني دياناتها هي ديانات محلية، ديانات إفريقية. عندنا الكجور، يسمى الكجور في جبل النوبة، في كردفان، في كثير جدا من القبائل. يعني هذا يعني أديان وثنية عندها علاقة بالأفارقة، الأديان إفريقية. وعندنا مسيحيين أيضا، وعندنا بعض اليهود. فبالتالي يوجد أغلبية مسلمين. فأنت عندما تقول الدين يعني أي دين تقصد؟ بالتالي رواية الجنغو فيها كل هذه الأشياء، اللغات المختلفة، العادات المختلفة، الديانات المختلفة. فيها يهودي، فيها مسلم، فيها مسيحي، فيها ناس بعاداتهم وأشيائهم المختلفة. فهذا يمثل خطاب ضد الخطاب الرسمي بالنسبة للدولة السودانية في ذلك الوقت. Alors, ça c'est pour l'article qui concerne les traditions, mais si on prend l'article qui parle de la religion maintenant, quand on dit on ne peut pas écrire quelque chose qui contrevient à la religion, encore une fois, de quelle religion on parle? Le Soudan, le texte fait référence à l'islam, mais l'islam n'est pas la seule religion au Soudan. Il y a des religions traditionnelles, des religions animistes. Donc on parle de Kujur, donc par exemple dans le Kordofan, dans le Djebel Nouba, les gens pratiquent des religions animistes qu'on appelle Kujur et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des chrétiens aussi au Soudan, près de l'Éthiopie il y avait des communautés juives. Donc est-ce que ça a un sens de dire qu'un texte va à l'encontre de la religion? De quelle religion on parle?
Alors, pourquoi son livre a été interdit? Parce que justement, son livre parle de tout ça. En fait, son livre est quelque part un contre-discours. On a le discours officiel qui dit, voilà, on a un projet culturel islamique, sous-entendu, le Soudan est un pays arabe et musulman. Et dans son roman, justement, les gens ont des coutumes différentes, ils ont des religions différentes. Par exemple, il y a un passage, enfin, il y a des chrétiens dans le roman, mais il y a un passage aussi autour d'une famille juive originaire d'Éthiopie. Donc tout ça est présent dans le roman et c'est ça qui gêne en fait. C'est qu'il parle de cette diversité et donc il utilise le mot contre-discours. On a le discours du gouvernement et puis on a un contre-discours dans son roman par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Masculine, quid de la figure féminine, au sein de cette caste. Et elle apparaît dans ce que vous avez dit seulement comme un produit de consommation. La femme, alors, est-ce qu'il y a quel est son rôle? Quelle est sa présence? الجنجو ليسوا رجال فقط، توجد نساء جنجو جوريات، يعني عندهم اسم، يعني توجد نساء أيضا ويوجد رجال. ومكانة المرأة عند الجنجو هي مكانة قوة، لأنهم النساء هم الذي لا يديرن المجتمع. لو لاحظت بيت الأم في الرواية هو كل الناس يأتوا إلى هذا البيت، وبيت الأم تمثل البنك بالنسبة لهم، لأنهم يضعون فلوسهم ويأخذوا منها السلفيات ويأكلوا عندها، وكل حياتهم تدور حول بيت الأم. توجد في الرواية أيضا الصافية، وهي امرأة غريبة جدا، وتتحول مرة إلى رجل، ومرة تتحول إلى امرأة، ومرة تتحول إلى ذئب، حسب مزاجها يعني أكثر حرية. توجد ألم قشي، توجد أداليا دانيال، يعني عدد ضخم جدا من النساء في رواية الجنجو، وهم يعملن في المزارع ويعملن في البيوت ويقمن بأنشطة مثل الرجال يعني. En fait, les femmes jouent un rôle très important dans le roman, et les Django, c'est le nom masculin, mais il y a l'équivalent, il y a le pendant féminin des Django, on les appelle les Django Jorayat, et elles sont présentes dans le roman, et en fait, elles ont une place privilégiée. Par exemple, dans le livre, on parle de Beit el-Oum, la maison de la mère. Hein, c'est comme ça que je l'ai traduit dans le roman. Donc c'est une bon, en fait c'est vrai qu'en apparence c'est un lieu de prostitution, mais c'est aussi qui est tenu par une maquerelle, mais c'est aussi une banque, c'est-à-dire que lorsque les hommes ou les femmes ont besoin d'argent, ils savent qu'ils peuvent aller emprunter de l'argent à la maison de la mère. Et donc ça, donc les femmes ont un rôle primordial dans l'économie du village. Il y a aussi, voilà, si quelqu'un a besoin de manger, il peut aller à la maison de la mère, il trouvera à manger. Et puis il y a toute une série de personnages féminins qui ont un rôle clé dans le roman. Par exemple, il y a Safia, qui est une femme étrange qui a des pouvoirs spéciaux. C'est une femme, mais quand elle veut, elle peut se transformer en homme, elle peut se transformer en hyène ou en louve aussi. Donc il y a toute une série d'autres personnages comme Alam Gishi, Adalia Daniel, et tous ces personnages qui constituent parfois des chapitres dans le roman, ce sont des femmes en réalité. Il faut juste savoir ce qu'est Damona, comme tu as dit dans le roman, sur le roman, qu'il est devenu responsable au pouvoir de Amr al-Bashir. C'est qui le visage de Damona. Merci.
نعم نعم. والدمونة ولا والدينار هو؟ لا أنا دي أقصد هو والدمونة هو شخصية إشكالية في الرواية. يعني يمثل الطفل السجين، يعني الطفل سجن مع أمه في السجن كما تعلم بدون أي ذنب، بعد ذاك تربى في السجن، وفي السجن يوجد مجرمون، يعني فحيطلع مثلا لا يطلع سوي بشكل أو بآخر. زائدا ودمونا يعني يختلف في ميولاته الجنسية، يعني هو يعني ممكن نقول عليه يعني جنسيا ممكن نقول عليه جاي ربما أو لا، أنت مش هتعرف برضه في الرواية. لكن سؤالك إنه هل وراء هذه الشخصية شخصية مثلا في السودان، وطبعا في النهاية أصبح وزير اتحادي، يعني من نادل، كان نادل في بيت الأم، أصبح وزير اتحادي. وممكن تمشي تسأل الوزراء الاتحاديين يا والدينار، أنا عارفه لكم معظم الوزراء الاتحاديين دول ما معروفين جو كيف يعني. فأنا سؤال يعني لا توجد إجابة لهذا السؤال. لكن يوجد، هو موجود حصل قلب عليه لكن موجود. Il y a un personnage clé dans le roman qui s'appelle Wadamona et qui est donc Monsieur demande qui représente en fait parce que en fait c'est un personnage ambigu dans le roman. C'est on découvre au début du roman que c'est donc quand il est enfant, il est emprisonné. En réalité, sa mère est emprisonnée et donc le fils est emprisonné avec sa mère. Il vit dans la prison des femmes, mais donc il grandit avec des criminels. Et il est très ambigu sexuellement aussi, c'est-à-dire que par moments on a l'impression qu'il est gay, mais on n'en est pas sûr. Hein, on ne sait pas si ce sont les hommes qui lui plaisent ou les femmes. Voilà, c'est très ambigu et cette ambiguïté est voulue. Une autre ambiguïté au début du roman, enfin presque pendant tout le roman, il travaille dans la maison de la mère et il est un peu l'homme à tout faire, le serviteur. Et puis à la fin du roman, il devient ministre. Et donc la question c'était de savoir si on pouvait l'identifier. Et donc une des réponses d'Abdelaziz c'est de dire bon, tous les ministres qu'il y a au Soudan, on ne sait pas tous d'où ils viennent, qui ils sont exactement. لا طبعا احنا عندنا في السودان برضو من حاجاتنا الجميله جدا انه تتحول الشخصيات في الروايه الى شخصيات حقيقيه. يعني هم عندنا يربطوا دائما ما بين شخصيه الكاتب، ومش شخصيه الكاتب فقط، شخصيه الابطال. فروايه الجنجو يعني كثير من السودانيين بيعتبروا انه والدمونه ده هو، انا اقصد أحد الوزراء الموجودين في دولة عمر البشير. زي ما حصل في رواية مسيح دارفور. في رواية مسيح دارفور ظهر واحد قبل 3 سنوات وقال هو مسيح دارفور، وقال أنا كتبت الرواية عنه، ورجل هو شرير جدا الغريبة عكس مسيح دارفور، لكن وعمل جيش لكن الحكومة قتلته. يعني في ارتباط يعني عندنا بين الكاتب نفسه، وفي بعض الناس يعتبروني انا الصديق الراوي
في رواية الجنجو. يعني دي حاجة مستحيلة إنه الكاتب يكون هو الشخصية السردية في كتبه، والشخصيات السردية مختلفة جدا. يعني ما ممكن أكون صاحب الكاتب وهو أكون في مسح دارفور مثلا فلان، وأكون في رواية أخرى يعني فلانة إلى آخره، ده مستحيل. لكن هذا الخلط يوجد في عندنا، هو أنا أعتبره شيء جميل جدا جدا، يعني امتداد للنص داخل القراء. Alors, il trouve que c'est une chose intéressante de voir comment les personnages du roman, donc c'est ce qu'il dit à la fin, deviennent la prolongation comment dire, se prolonge via les lecteurs en dehors du livre. Et en fait, il explique que voilà, beaucoup de Soudanais, par exemple, pensent que quand il parle de Wadamouna dans ce roman, il vise une personne en particulier, puisqu'il devient un ministre à la fin, et donc des Soudanais émettent des hypothèses en disant Wadamouna c'est probablement tel ministre ou tel ministre. Mais voilà, mais Abdelaziz dit qu'il ne vise pas en fait un ministre en particulier, c'est pas, ce n'est pas un personnage réel. Alors il donne un autre exemple lié à son livre précédent, Le Messie du Darfour. Après la publication de son livre, Le Messie du Darfour, il y a un militaire assez cruel par ailleurs qui était actif au Darfour et qui s'est surnommé lui-même, suite à la sortie du livre, Le Messie du Darfour. Et puis finalement, il a été tué par le gouvernement, etc. Mais c'est tous des exemples de la manière dont les lecteurs, enfin, dont le livre survit ou s'étend en dehors du livre lui-même, voilà, via les lecteurs et les niveaux de lecture, etc. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. ودي مشكلة بالنسبة للكاتبات السودانيات. مثلا أنا كاتب في السودان، وضع يعني ككاتب رجل ممكن يتحمل نقد المجتمع، وحتى حتى لو يعتبروا أنت واحد من الشخصيات. لكن بالنسبة للكاتبات النساء في السودان دي مشكلة. أنا أعرف صديقاتي يعني كل ما كتبت شخصية معينة ممكن يشك زوجها انك الشخصيه هذه، او ابوها لا يرضى مثلا انها تكتب عن مثلي او تتحدث عن الخمور او الجنس في رواياتها، وكيف تكتب عن الجنس اذا لم تمارسه هي، يعني يعتبروا. فبالتالي في مشكله كبيره عند الكاتبات السودانيات، مشاكل عليهم من المجتمع. Alors j'avais oublié de traduire juste avant, qu'il disait aussi que certains imaginaient que dans le roman Les Django, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a un narrateur qui est anonyme et son ami. Certains imaginaient que l'ami du narrateur était en réalité l'auteur lui-même. Donc lui dit que non, c'est pas possible d'imaginer que l'écrivain se transforme dans le personnage qui serait le compagnon de route du narrateur. Donc il dit que ce n'est pas le cas. Et puis alors il explique que ces difficultés d'identification entre la fiction et la réalité posent encore plus de problèmes pour les femmes écrivaines au Soudan. Lui peut parler d'alcool, il peut parler de sexe, etc. Mais une écrivaine au Soudan qui commence à parler qui voudrait décrire une scène liée à la sexualité ou à la consommation d'alcool va avoir des problèmes avec son mari ou même avec son père, hein, qui va lui reprocher, enfin, qui va dire mais enfin tu es une fille, comment tu peux imaginer une scène d'amour, etc. Donc voilà, c'est un problème encore plus prégnant pour les femmes écrivaines au Soudan que pour les hommes. Il y a une dernière question. Est-ce qu'à 16 ans, on peut lire les Django ou c'est trop tôt? لا تقرأ جونجو. جونجو مكتوبة لما فوق 18 سنة يعني، لكن في كتب منشورة عند لامتها كتب الأطفال، يعني اقرأ كتب الأطفال. Il dit non, le livre, c'est interdit aux moins de 18 ans. Il faut commencer par d'autres livres pour les plus jeunes, et à 18 ans, les Django. Mais moi, comme traducteur, je dirais que 16 ans, ça va. Ben merci à vous d'avoir été présent. Merci évidemment à Abdelaziz Baraka Sakine pour votre présence. Xavier Lupin.
On remercie également le réseau des médiathèques et son équipe de nous accueillir encore ce soir. Et puis n'oubliez pas le grain des mots. On a fait qu'effleurer les personnages vraiment en haut en couleur de ce roman. Donc vraiment, vous avez encore tout à découvrir. Voilà, merci beaucoup. La prochaine soirée, donc ce sera la dernière de ce cycle. Notez la date, c'est le jeudi 2 décembre. Ce sera ici même, même heure, en présence de l'écrivain David Diop, avec une rencontre qui sera animée par les libraires et coopérateurs de la Cavale. Donc on sera là, on espère que vous y serez également. Merci beaucoup, très bonne soirée.